Donc, le premier témoignage est suite à une collaboration ça a commencé par un doctorat entre Lionel Ball et dans mon équipe, sous ma direction. Lionel Ball, voilà, et moi-même, équipe ingénierie d'interaction de machines. Et donc la collaboration actuelle s'inscrit dans un projet européen de type 4N qui s'appelle Upscale. Donc on va vous en parler un petit peu. Donc je te passe la parole. Donc on a fait une présentation commune pour illustrer la collaboration entre l'entreprise et puis le laboratoire. Il y a des petits soucis de typo, c'est dû au fait que j'ai fait sur Mac. Et voilà, donc l'entreprise Imotronic, on est une jeune société, on a été créé en 2009. Donc moi je ne suis pas fondateur d'entreprise, je suis arrivé qu'en 2010. C'est une TPE, hein, aujourd'hui on est 4. Et on fait de l'informatique et de l'électronique pour ce qu'on appelle les environnements intelligents. Et principalement, on applique ça aux bâtiments intelligents. Donc dans le résidentiel, c'est ce qu'on va appeler la domotique. Et puis dans le tertiaire, ce qu'on va appeler la gestion technique du bâtiment. Et avec les technologies qui apparaissent en ce moment, on arrive à une sorte de rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, l'objet de l'entreprise, c'est de proposer des produits qui sont vraiment innovants pour faire plus par rapport à ce qu'on faisait avant. Et puis nos clients, ce sont des gens comme ST Microelectronics, EDF et Orange. Jusqu'à présent, donc plutôt des gros centres de R&D, on fait de la R&D pour eux, c'est du service qu'on leur rend. Et puis on a des clients comme Dom Innovation, qui est un client qui est rentré il n'y a pas longtemps, où là on travaille avec eux pour développer des systèmes, eux étant des gens qui savent surtout vendre. Voilà. Pour finir la présentation, on est une jeune entreprise innovante en termes de statut fiscal, je crois que c'est un statut fiscal, on appartient à Grilog. Et puis on appartient aussi à Tenerdis, donc c'est pas Minalogic, hein. Je sais qu'il y a des gens de Minalogic ici, nous on est chez Tenerdis. Et voilà. Alors mon parcours, moi d'où je viens, j'ai fait des études universitaires au début. J'ai obtenu un bac plus 5, après je suis allé travailler en Australie dans une petite entreprise déjà. On était 2 à l'époque, ça s'appelait Entech. Puis je suis rentré en France et là j'ai eu l'opportunité de faire un doctorat. Et si je vous présente ça, c'est que si aujourd'hui Imotronic travaille avec le LIG sur une collaboration, c'est parce que j'ai fait un doctorat, c'est parce que j'avais une sorte de canal d'adresse au niveau du LIG et au niveau de l'université. Je savais ce que c'était qu'un laboratoire de recherche, je savais comment il travaillait, et je savais surtout ce qui pouvait m'apporter, ce qui pouvait nous apporter, Imotronic, d'intéressant. Voilà. Et puis quand j'ai fini mon doctorat, j'ai encore travaillé 2 ans à l'université comme chercheur. Sur un contrat de recherche qui n'était pas celui-ci mais d'autres. Et puis en 2010, j'ai rejoint Imotronic. Voilà. Donc là, voilà pour la présentation en gros d'Imotronic, de mon parcours. Et maintenant, je laisse Joël présenter. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans les espaces intelligents, mais ça a commencé dans l'équipe IHM. Donc c'est vrai que tu étais venu me voir en me disant est-ce que je fais une thèse ou pas. Je dis une thèse, c'est un passeport. C'est un passeport international et c'est un passeport aussi vers l'industrie. Donc l'équipe IHM, c'est du laboratoire, c'est une des 22 équipes du laboratoire. Notre mission, c'est de faire des logiciels pour l'interaction de machines. Donc on fait des techniques d'interaction comme ceci sur une table, mais aussi sur des mobiles. Et puis on s'intéresse aux IHM répartis dans l'espace, c'est ce qui nous intéresse ici dans les espaces intelligents. Et c'était le sujet de la thèse de Lionel Ball. Donc par exemple, ton démonstrateur, c'était j'ai une table, et sur laquelle je distribue des photos, j'ai des photos, et puis d'un geste, cette photo-là m'intéresse, d'un geste, je la balance sur le mur, et à partir de là, je peux interagir avec un téléphone. Donc c'est une IHM répartie. Pour faire ça, il faut des middleware particuliers, des infrastructures particulières, et c'était la thèse de Lionel. Donc je ne vais pas me présenter plus loin l'équipe, mais ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est le end-user programming pour la maison, pour l'habitat intelligent, c'est comment donner le pouvoir à nouveau aux utilisateurs. Au lieu de leur vendre des choses toutes faites, conçues par autrui, là l'idée c'est que les gens puissent s'approprier leur espace. Et par exemple, il pourrait dire, quand je me lève et que je dois partir de bonne heure le matin, lancer la cafetière et surtout bien me rappeler de ne pas oublier le chargeur du portable. Ça, c'est le genre de programmation qu'on pourrait faire dans sa maison demain, dans le langage défini. Donc c'est ce qui nous rapproche autour de la maison intelligente. Donc Smart Environments. Donc qu'est-ce que c'est que les Smart Environments? Alors j'ai fait un schéma qui est vraiment là pour schématiser, hein. Ce n'est pas une définition scientifique, c'est une proposition parmi d'autres. Mais en gros, un environnement intelligent, les mots-clés, c'est quoi? C'est des réseaux de capteurs. On a besoin de pouvoir sentir ce qui se passe dans l'environnement.
On a besoin de pouvoir agir aussi sur cet environnement, donc c'est des réseaux de capteurs et d'actionneurs. Généralement, les systèmes informatiques qu'on trouve là-dedans, c'est des systèmes qui sont par nature répartis. Et puis, un autre mot-clé que j'ai pas mis, mais qu'on va mettre, c'est tout ce qui est Internet des objets aussi, ça fait partie des environnements intelligents. Et puis, donc, le but, c'est qu'à partir de ces capteurs, on remonte dans l'information. Cette information, il faut la traiter, donc on a généralement des unités de traitement locales qui sont réparties un peu partout, qui sont capables de lier ces remontées d'informations avec des services qui sont en ligne, et qui vont être capables d'accéder à des services en ligne pour faire des traitements plus compliqués. Et puis, le but, c'est de mettre tout ça en relation avec un utilisateur humain, à un moment donné. Voilà. Donc, voilà. Donc, un environnement intelligent, en gros, c'est ça. On a des capteurs, on a des unités de traitement locales, tout ça, c'est connecté à des services en ligne, et puis, c'est au bénéfice de l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur, il a besoin de pouvoir en retirer au moins quelque chose d'utile pour lui, tout ça. Donc c'est là où le end-user development, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est tous différents, déjà à la base, donc c'est très difficile de concevoir des services qui vont être utiles pour chacun d'entre nous. Et ce qui est encore plus dur, c'est que généralement, on est des personnes mobiles, et que suivant le contexte dans lequel on se trouve, on ne va pas du tout avoir les mêmes attentes, pas les mêmes besoins. Et il faudrait que ces infrastructures informatiques-là soient capables toujours de nous apporter le meilleur service, le bon service, sous la bonne façon, au bon moment. Voilà. Et puis, ce type de choses, ça converge maintenant avec tout ce qui est multimédia, pour tout ce qui est entertainment, et puis autrement, et puis tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est robotique. Tout ça, finalement, c'est en train de converger. Ça fait partie de l'environnement, et donc il faut le prendre en compte dans les environnements intelligents. Et autour de cette thématique-là, ST Microelectronics a lancé un projet de recherche qui s'appelle AppsGate, donc qui est labellisé par 4N. Et dans ce projet de recherche, il y a plein de partenaires, on est une quinzaine, je pense. Donc il y a des grands comptes comme ST, comme NXP, comme PACE ou Technicolor, des gens comme ça. Il y a des universités comme l'UJF au travers du LIG, comme l'UAB qui est l'Université de Barcelone. Et puis il y a des PME comme Formod, Softkinetic qui est belge, ARD et puis Motronic. On est la plus petite entreprise. C'est 4N. Alors 4N, c'est un label pour l'industrie, pardon. C'est un label européen. C'est un label européen pour la microélectronique. Il finance surtout du matériel. Et dans ce projet-là, ce qui est financé, c'est vraiment du matériel et accessoirement du logiciel. Voilà. L'idée de ce projet, en gros, c'est de créer la set-top box de demain. Donc une set-top box, c'est la petite boîte qui est sous votre télé et qui fait tuner télé, décodeur Canal+, tout ça. L'idée, c'est d'y mettre de plus en plus de services à l'intérieur, et notamment de mettre des services de domotique, entre autres, en plus de tout ce qui est jeu, de tout ce qui pourrait être des services liés à la santé, par exemple, pour tout ce qui est maintien des personnes âgées à domicile. Donc voilà, on pourrait mettre plein de services dans cette boîte qui pourraient interagir avec pas mal de réseaux différents, des réseaux de capteurs, voilà. Et l'idée de ce projet, c'est de développer cette top box. Donc, ST Microelectronics apporte l'électronique. Et puis, il y a des gens comme Softkinetic qui apportent des dispositifs de télécommande, de contrôle basés sur des capteurs, des accéléros, ce genre de choses. Voilà, et puis des gens qui viennent du logiciel, comme le LIG par exemple, qui essayent d'apporter leur plateforme logicielle. Voilà. Et puis des gens comme nous qui apportons aussi des choses et qui espérons aussi retirer beaucoup de ce projet. Peut-être qu'on parlera plus tard de type de choses qu'on peut retirer, nous, en tant que petite entreprise. Alors, une des questions qui pose toujours problème dans ces projets, c'est la propriété intellectuelle. La bonne question, c'est on produit des choses ensemble. Qui est propriétaire à la fin de ce qu'on a produit? Alors, généralement, pour éviter un peu la foire d'empoigne, il y a des accords de consortium qui sont un peu standards. Donc, par exemple, 4N propose un accord de consortium type que les membres du projet doivent accepter, qui règle les choses. Donc, généralement, je ne vais pas dire de bêtises, mais généralement, chacun reste un peu propriétaire de ce qu'il fait. Et ce qui est commun appartient à tous. Mais bon, après, je ne suis pas spécialiste de ce type de choses. Il y a une grosse discussion en ce moment, c'est toujours les gros partenaires qui ont des difficultés. En fait, c'est en ce moment, donc ça va durer un an comme il se doit. C'est ce que je voulais, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Pour nous, TPE, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Nous, on met pas dans ce type de projet des choses qui sont absolument cœur chez nous, et on ne va pas dévoiler des secrets ou ce genre de choses. Donc,
finalement, la propriété intellectuelle, c'est pas un truc tellement important. Par contre, pour des gens comme ST Microélectronique, c'est très très important, ils sont très très pointilleux. Pour l'université, eux, ils voient ça aussi comme une contrainte, c'est-à-dire qu'un universitaire, il veut pouvoir publier des choses. Et généralement, dans ces projets, les industriels, ils disent « Oulala, tant que nous, on n'a pas validé, vous ne publieriez rien ». Donc voilà, c'est des négociations de ce type-là. En pratique, donc une fois que l'accord de consortium est signé, on est censé le respecter. En pratique, pour fluidifier un peu les choses, il y a toujours quelques libertés qui sont faites. Ce ne sera jamais avec les gros partenaires, c'est sûr. Par contre, en tout cas, nous, bon après c'est basé aussi sur une sorte de confiance mutuelle et tout, mais bon, nous après, voilà, entre nous, on s'arrange pas. Ouais, c'est m'arrivé de passer du code, je sais très bien que ce code, il ne va pas partir chez un concurrent, enfin, voilà, c'est... Voilà, propriété intellectuelle. Ça prend beaucoup de temps et pour moi, ça ne sert pas énormément à pas grand-chose. Alors les bénéfices de la collaboration. Voilà, c'est surtout des bénéfices point de vue laboratoire de recherche. C'est vrai que pour un laboratoire, c'est un moyen aussi de faire un peu la promotion de ses doctorants. Un docteur, c'est quelqu'un qui est très mal connu dans le monde de l'entreprise en France. Chez les grands comptes, on commence à savoir ce que c'est. Chez les PME, généralement, un docteur, c'est quelqu'un qui est extrêmement pointu sur un sujet extrêmement réduit et c'est tout. Et on ne va pas l'embaucher parce que, généralement, le scope de l'entreprise, il n'est pas du tout sur un sujet très très pointu. En fait, un docteur, c'est certes ça, mais c'est pas du tout ça. C'est surtout quelqu'un qui a appris à communiquer, c'est quelqu'un qui a été confronté à un problème dont il n'y avait pas de solution et qui a peut-être réussi à trouver un début de solution. Donc c'est quelqu'un qui va savoir s'ouvrir un peu à des idées, qui va être capable de récupérer l'information, d'en faire des synthèses et de proposer des solutions. Voilà. Et puis, dans ce type de collaboration, c'est un lien aussi entre le monde industriel et le monde académique. Moi, quand je travaillais dans l'entreprise, mon associé, c'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, qui a travaillé 8 ans chez Bull, après qui a travaillé 8 ans chez ST Micro. Et c'est quelqu'un pour qui l'université ou une école d'ingénieur, c'est avant tout un endroit où on apprend, où il y a des étudiants, on apprend des choses. Et il lui serait jamais venu à l'idée d'aller voir un labo de recherche pour aller consulter un spécialiste du domaine auquel il souhaite s'attaquer. Enfin, vous pouvez souhaiter s'attaquer. Et c'est à partir du moment où moi je suis arrivé dans l'entreprise que je lui ai dit, ben, tu sais, ce genre de choses, on ne sait pas forcément bien faire, mais par contre, je connais telle personne aux ligues, eux, ils sont pointus là-dessus. Et il me semble qu'il y a un projet qui est dans les pipelines qui vont parler de ça. Ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux. Et finalement, c'est pour ça qu'on collabore maintenant. Et puis dans les projets collaboratifs, pourquoi c'est important? Ben alors ça, c'est pour accéder au projet. Puis une fois qu'on est dans le projet, l'avantage d'avoir embauché un docteur pour une entreprise, c'est qu'on se comprend très vite. On vient du même monde. Bon, alors en plus, bon, Joël, j'ai fait ma thèse avec elle. Donc sur tout ce qui était la question de vocabulaire, on était alignés. Quand on parlait des concepts, on savait exactement de quoi on parlait. C'était très très simple et ça va très très vite. On gagne beaucoup de temps. Voilà. Après, pour l'entreprise, quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer? J'en vois deux types principaux. La première, c'est que ça nous apporte un regard extérieur extrêmement pointu sur des sujets qui nous intéressent pour faire notre business. Donc ça, c'est toujours intéressant, parce que on a beau être pas mauvais dans son métier, c'est toujours bien d'avoir quand même un regard et une confirmation de quelqu'un d'extérieur qui va être capable de confirmer que oui, l'approche, elle n'est pas bête, ou que non, là, c'est pas une bonne idée, vaut mieux faire autrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on retire des choses de ce projet qu'on n'aurait jamais pu financer nous si on aurait dû le faire tout seul. Je m'explique. Dans le projet AppsGate, il y a le côté très techno de la chose. Et puis, il y a un autre pendant qui n'est pas du tout techno, qui est beaucoup plus sociologique. C'est-à-dire que les équipes du DIG, elles font des études où elles rencontrent des futurs utilisateurs, où ils leur montrent, vous faites des études d'usage, voilà, des études d'usage, le mot m'échappait. Et pour nous, ça, c'est extrêmement intéressant. Et peut-être qu'à l'issue d'AppsGate, ce qu'on va exploiter le plus comme résultat, ça va être ces études sociologiques-là qui ont été réalisées, qui vont nous donner, nous, des idées pour développer des nouveaux produits et pour savoir comment développer de nouveaux produits, surtout. Et ça, si on l'avait été tout seul, on n'aurait jamais pu le faire, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les gens, on n'avait pas les compétences. Et voilà, donc ça c'est un bénéfice pour nous qui va être très très important dans cette collaboration, c'est ce type de résultats qui ne sont pas liés à notre cœur de métier, mais qui sont importants quand même pour lui. Alors,
quelles sont les barrières à la collaboration? J'ai pris en trois phases. En amont du projet, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas encore de lien avec Joël, j'aurais jamais su qu'il y aurait un projet HubsGate qui était en préparation. Et du coup, on n'aurait jamais pu se rapprocher du laboratoire pour en faire partie. Et sans ça, je ne sais pas trop comment j'aurais pu savoir. Alors ouais, on peut peut-être participer à des newsletters, ce genre de choses, mais bon voilà, première barrière, c'est ça, l'accès à l'information, elle n'est pas forcément simple. Et je pense que pour une PME où il n'y a pas de docteur, où il n'y a pas de gens qui ont un lien déjà avec l'université, bah, cet accès à l'information, il est encore plus compliqué parce qu'ils n'ont même pas l'idée d'aller voir. Donc voilà. La deuxième barrière, c'est la taille de l'entreprise au moment où on établit le projet. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé pour nous, mais en gros, tout était bon avec les partenaires pour le projet HubsGate, et le dossier est parti, et puis le ministère nous a rappelé pour dire oui, alors, bon, vu la taille du projet et vu la taille de votre boîte, il y a un souci. Vous n'êtes pas dimensionné pour, vous êtes trop petit, vous n'avez pas assez de sous, c'est bizarre. Et donc on a dû aller négocier avec eux, et on a dû leur montrer voilà, un projet de croissance, notre business plan, tout ça. On a dû les convaincre que bah, si, on était une petite boîte d'accord, mais on faisait de l'innovation, et il y avait des chances qu'on sorte des produits derrière et que ce projet était profitable pour nous. Voilà. Et le premier courrier qu'on a reçu était assez violent quand même. Bon, après, ça s'est arrangé. Mais voilà, donc la taille de l'entreprise pour une TPE, alors pour une PME un peu plus installée, c'est pas un problème, mais pour une TPE, en tout cas, ça peut poser un problème. Et effectivement, après, bon, ça représente quand même du boulot. Hein. Quand on est deux et qu'on met un homme là-dessus, bah, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour travailler sur le reste. Donc voilà, la taille d'entreprise, c'est quand même, ça peut être une barrière. Et puis en cours de projet, bon, c'est pas vraiment une barrière, mais c'est vrai que souvent les entreprises prennent un peu les équipes de recherche pour les SS2I. C'est-à-dire que, bon, c'est réparti les tâches dans le projet, il y a certaines parties qui doivent faire un morceau de logiciel, et puis les industriels vont s'attendre à ce que le laboratoire de l'équipe de recherche leur fasse une plateforme logicielle super bien, prête à mettre en production, sans bugs, tester. Non, c'est pas ça en fait, hein, ce qu'on fait en recherche. Et ça, alors bon, moi je l'ai pas vécu, mais toi, tu vois que tu as une expérience. Je l'ai vécu avec Renault quand j'étais débutante. Voilà. Donc, il fallait se méfier sur ces points-là, je ne m'étais pas méfiée. Donc sur la confusion des EDF aussi, les grands groupes ont tendance à vous prendre pour les SS2I. Je l'ai vécu un peu quand on travaillait avec ST Microélectronique l'année dernière, où bon, ils faisaient des choses sur des réseaux de capteurs, et puis ils avaient besoin de développement assez précis sur les couches réseau bas niveau, et donc ils se sont rapprochés de l'équipe Dracar. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'équipe Dracar ici. Et puis moi, ils me tenaient un discours en disant non mais ça, il n'y a pas de problème, c'est Dracar qui s'en charge, ils vont nous faire l'implémentation pour nos puces, c'est super. Et puis moi, je leur disais, vérifiez avec eux, mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils vous sortent les couches basses comme ça, prêtes à être intégrées et déployées, quoi. Et si, et en fait, non. Voilà. Donc, il vaut mieux le dire clairement avant le début d'un contrat. Voilà ce que je ferai, moi, équipe de recherche. En tant qu'industriel, on a forcément un objectif. Et en fait, les universitaires aussi. Alors, voilà. Maintenant, c'est moi. Du coup, comment nous, les laboratoires, nous pourrions améliorer nos relations. Donc, moi, j'ai envie de dire, embaucher nos doctorants, mais il faudrait aussi qu'on les fasse connaître et les fasse reconnaître. Donc ça, on a vu, pas seulement via les bourses CIFRE, mais moi j'ai remarqué via les projets collaboratifs, j'emmène toujours avec moi mes doctorants, c'est eux qui présentent, c'est eux qui s'exposent. Aussi, les montrer dans les grandes conférences. Je me souviens, Minalogic nous avait accueillis pour IHM 2009, nous avions fait une soirée démo le soir, en sorte que les industriels puissent nous voir. Nous avions invité des industriels à venir nous voir, mais également à faire des expositions. Et là, il y a eu des rencontres et des échanges avec des doctorants. Donc on n'est pas assez bon sur valoriser, montrer nos doctorants. Donc ça, c'est un travail quasiment de tous les jours. Il conviendrait d'ouvrir l'accès, c'est toujours pareil, accès, on oublie de dire, ben voilà les écoles d'été, voilà nos conférences, venez essayer d'aller faire un peu de publicité. Il y a un peu d'efforts qui se font dans ce sens-là, mais on n'est pas assez bon de ce côté-là. Alors, ce qui m'arrive aussi, c'est de jouer un rôle de conseil scientifique gratuit, parce que j'ai un doctorant dans une entreprise,
bien, il me dit, au fait, est-ce que tu ne pourrais pas nous parler de plasticité, par exemple? Donc, il y a 10 ans, la plasticité, on n'en parlait pas, des IHM. Aujourd'hui, ça devient intéressant pour les industriels. Donc, on va les voir, on leur fait un petit cours, gratuitement, parce qu'on a un doctorat. Donc, ça, c'est le lien social qui se crée avec les entreprises. Il y avait une chose aussi à laquelle je pensais en venant ici, que je n'ai pas écrite, c'est on a des CRCT, c'est-à-dire des congés pour recherche thématique. Alors on pense toujours au congé de recherche thématique, de reconversion thématique, on pense à aller dans un autre laboratoire. Et ce serait bien qu'on puisse, Percival par exemple, ou Grillon, pourrait nous payer l'année qu'on coûte à l'université si on passe un an dans un laboratoire, ou dans une université, non, oh mince, je vais y arriver, dans une entreprise. Voilà, donc ça, ce serait peut-être pas mal. Et puis... c'est du rêve. Pourquoi c'est du rêve? Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 5-6 000 € par an. C'est rien du tout. C'est pas Grillon lui-même qui peut payer ce genre de choses, mais on peut aider à la recherche de financement. Voilà. C'est un petit financement qui peut faire des rapprochements. On ne va pas assez vivre. Moi, j'ai jamais travaillé dans l'industrie avant d'être à l'université. Donc, ça pourrait être utile. Et alors, ça, c'est toi qui le suggérais. On est en train de le vivre en ce moment avec Upskate. Ce serait bien si on était capable de développer donc, des logiciels plus robustes qui soient d'utilité publique. Alors, par exemple, on a OSGI Felix et Hippojo qui nous viennent d'Adel, hein, du laboratoire, donc, qui ont un grand succès international et également qui est utilisé dans le milieu industriel. Mais ce genre de choses est extrêmement rare dans notre milieu. Alors, il y a des causes à ça. Mais voilà ce qu'on voudrait proposer pour améliorer. Voilà. Success story. Et vous avez aussi bien répondu à mes questions. Oui, merci. on a obéi. Merci. Donc, on a quelques minutes pour poser des questions, interroger ou éventuellement interroger sur des points qui n'étaient pas abordés. Oui, c'est une collaboration qui est un peu particulière parce que c'est dans le cadre d'un projet européen. Est-ce que cette collaboration aurait pu exister? Est-ce qu'une TPE comme la vôtre aurait pu collaborer en dehors du cadre européen, sachant que une collaboration, c'est un investissement pour un retour dont on n'est pas toujours sûr, etc. Il y a quand même un apport financier dans le cadre du projet européen qui met les deux partenaires à l'aise. Est-ce que enfin, ça serait sur autre chose, certainement, mais... C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que quand il y a un projet, il y a un cadre. Donc c'est pratique parce que du coup, le partenariat il est matérialisé par quelque chose. Nous, on ne travaille pas que dans Upskate, on va travailler aussi, on est impliqué dans le Michael Forum. Mais c'est vrai que sans ça, admettons qu'il n'y ait pas ces cadres-là du tout, je pense que ça aurait été intéressant pour nous d'avoir une sorte de collaboration, une sorte de partenariat pour pouvoir profiter un petit peu. Conseil voilà, exactement, de profiter d'expertise ou ce genre de choses. Je ne sais pas si actuellement il y a des cadres qui permettent de faire ce genre de choses avec l'université ou avec l'UNIA. Je sais pas comment ça se fait. Mais après, bon, je ne suis pas non plus renseigné. Non, mais je suppose, enfin, vous avez répondu implicitement, je suppose qu'une TPE comme la vôtre n'est pas capable de sortir de l'argent. Ah bon, clairement pas. Bon, c'était ça ma question. Clairement pas, on ne va pas sortir d'argent. C'est en recherche. Bah oui, et justement, le doctorat est une bonne liaison pour... là, ça marche bien. C'est une bonne liaison pour monter des projets pour que la TPE puisse s'épanouir. De l'argent dedans. Bien sûr, sinon c'est pas possible. Non, ma question était très financière. Oui, après je pense qu'on peut aussi imaginer les collaborations où il n'y a pas besoin d'argent. C'est-à-dire que on peut très bien, nous, apporter des choses un peu en nature, entre guillemets, à un laboratoire, en termes de code, en termes de démonstrateurs, en termes de... Le petit produit qu'on fait, qui s'appelle BlazeTouch à Imotronic, il devrait servir dans le Michael Forum en principe, et même pour Upskate, il sert un petit peu pour les gens qui développent. Ça, c'est des choses qu'on prête. On n'a pas besoin de sortir d'argent pour ça. Et les retours qu'on a, finalement, c'est pas, nous n'avons pas de retour financier forcément de cette histoire. Ils sont appréciables. Je ne sais pas s'il existe un cadre, parce qu'on pourrait très bien le faire de manière tout à fait informelle, je pense que ça ne poserait aucun problème. Mais si on veut le faire de manière un peu formelle, avec un cadre un peu, je ne sais pas, légal autour de ça, pour échanger des informations, des choses, je ne sais pas si en dehors d'un projet, ça existe. Simplement ça. Si, des contrats. Bien sûr.
Oui. Pour information, si je peux me permettre, j'avais une question sur la propriété intellectuelle. Oui, allez-y. Karim Chibang du Grenoble INP. Bon, il existe une filiale de valorisation qui s'appelle INPG Entreprise SA, qui fait du contrat bilatéral entre des entreprises et des laboratoires de recherche, par de l'expertise, par des études très pointues. Alors, c'est vrai que dans votre présentation, vous avez dit on n'est pas des SS2I, on n'est pas dans cet exercice de service, on est plus dans un exercice d'expertise ou d'apport de compétences complémentaires à une équipe R&D intégrée, mais ce cadre est possible. Par contre, ma question, si je peux... Oui, allez-y, on a encore eu 30 souvent secondes. les enjeux en bilatéral, entreprises, TPE, PME ou grandes entreprises, et laboratoires de recherche, la difficulté, elle est sur la propriété industrielle ou intellectuelle. Comment on va négocier une transaction de service, finalement, qui est une expertise, peu importe, mais comment on va négocier l'enjeu pays entre le laboratoire de recherche et l'entreprise, quelle que soit sa taille. Donc, en l'occurrence, par exemple, si Imotronic collabore avec un laboratoire de recherche, quelle approche elle peut avoir vis-à-vis de la pays? Vous avez l'IRAC ouvert, Oui. je pense que c'est intéressant, cette démarche. Oui. C'est pour ça que j'ai posé des questions dans le livre. Ça peut devenir un point qui coince, surtout avec les grandes boîtes, mais également dans le cas où il y a quelque chose de valorisé dans la petite moyenne entreprise qui ne voudrait pas dévoiler à d'autres partenaires. Et au travers la collaboration académique, c'est toujours un risque. Ouais. Moi c'est vrai que c'est pas une question qui m'a trop intéressé. Donc les retombées économiques d'un projet comme AppsGate, c'est pas demain, quoi qu'il arrive. C'est pas les retombées de son projet qui vont influer sur nos produits, qui vont nous faire vivre. Donc c'est des retombées, je sais pas, peut-être à 5 ans. Nous on ne sait pas si dans 5 mois on sera encore là. Donc les retombées à 5 ans, c'est vrai qu'on peut les anticiper et tout, mais bon voilà. C'est pas ça qui va nous faire vivre tout de suite, donc c'est pas... On va arrêter là, parce qu'on a encore 3 témoignages de faire. Merci beaucoup.